Les débats sur les porte-parole de l'opposition, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'évaluation sur le gouvernement à Judith Tuluka, 3 semaines et demie depuis que ce gouvernement a été investi à l'Assemblée nationale. C'était incertain à 14 mars 2024 où ce gouvernement a été investi au niveau de la Chambre basse du Parlement, mais aussi ce débat sur les détournements en République démocratique du Congo devenu comme un hymne national, une chanson de chaque jour où à chaque jour quand on se réveille, on parle de tel a détourné telle somme, alors qu'aujourd'hui le pays est dans les gouffres, le pays n'arrive pas à se développer concernant ces comportements que certains Congolais mal intentionnés sont en train de poser en détournant l'argent public. Messieurs et dames, Interface, énième numéro de votre émission. À toutes et à tous, si vous nous suivez et de partout, bienvenue sur les antennes de votre chaîne Sommet 13 Télévision pour parler de ces thématiques. Nous recevons pour vous l'un des commandants de Martin Fayoulou Madidi, l'un des porte-parole du président a décidé, Messi Alain Sikatedi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir également à Madame Sarah, la journaliste que j'apprécie également beaucoup, parce que vous savez, ce qui vous différencie des autres, c'est votre manière de bien faire. D'ailleurs, si vous nous voyez venir et vous sentez que vous êtes suivi, c'est parce que chez vous, les gens ont caractérisé une vertu qu'on appelle le professionnalisme. Merci. Nous voulons également dire merci à tous nos internautes qui nous suivront de partout. Moi, je ne cesse d'appeler ces derniers Néhémie. Vous savez, chers journalistes, Néhémie vivait dans l'opulence. Là où il est allé, Néhémie était bien assis parce qu'il mangeait même les résiduels du roi. Maintenant, rends-toi compte, un monsieur qui vivait dans la cour royale, mais qui ne cessait de penser toujours en Israël qui était en ruine. Donc, ceux qui pensent en nous, qui sommes ici, parce que nous sommes devenus comme le proie de M. Chilombo et sa bande, mais ceux-là qui pensent en nous, nous ne cessons de les jeter des fleurs et nous leur disons, tenons fort parce que le Congo de demain, c'est nous et vous qui êtes là à la diaspora, qui feront en sorte que nous puissions sortir ce pays du gouffre dans lequel M. Félix est venu le plonger davantage. Merci beaucoup, M. Alain. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Daniel Roland-Lay. Bonsoir à vous, M. Alain. Et bonsoir également à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer avec notre première thématique. M. Alain, on commence avec la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est du pays. Vous avez suivi quand même les 30, le président Tshisekedi lors de son adresse à la nation où il a donné des assurances en disant que lui et son gouvernement continuent de travailler pour remettre la sécurité dans ces coins de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les rebelles de 1-23 occupent quand même plusieurs territoires appartenant à notre pays, à la République démocratique du Congo. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une évolution ou bien il y a régression chaque jour qui passe? Bon, je parlerai de la régression au niveau interne, mais de la progression au niveau du M23. Cher Daniel, le Congo est en deuil. Vous savez, j'ai fait un effort de pouvoir étudier les comportements dans la psychologie animale, le comportement de l'araignée. Comment il se comporte? L'araignée, regardez bien comment il se positionne dans son toile.
Il est toujours au milieu. À chaque fois qu'il y a un mouvement, l'araignée se dirige vers là où il y a le mouvement pour savoir un peu comment et qui veut l'attaquer. C'est comme ça que le Congo devrait se comporter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous semblons donner l'impression comme si rien ne va. Nous semblons donner l'impression comme si au Congo, nous vivons mieux. Mais en réalité, il y a une partie importante de notre pays qui est menacée. S'il faut même se référer au propos de Lumumba, parce que c'est parmi les pionniers qui nous ont averti la balkanisation de ces pays. Parce qu'il nous a dit que le complot était déjà fait. Le plan a été déjà établi. La Belgique voulait beaucoup plus se donner l'impression d'être avec nous, mais mijoter pour comment mettre le pays à genoux. Et sa vision était toujours contre la volonté du peuple, parce que la balkanisation a été beaucoup plus prévue il y a longtemps. Aujourd'hui, je vous parle, mon frère. Vous savez que le dimanche passé, Nord Kivu, les gens n'ont pas dormi. Il y a l'agglomération de Kassé et de Matembereze. De l'autre côté, mon frère, je vous dis, l'M23 progresse. D'ailleurs, jusqu'à ce jour-là, on avait déjà 53 agglomérations qui n'étaient plus sous notre contrôle. 53 agglomérations, je peux vous les citer. Donc, en réalité, aujourd'hui, la seule voie, une seule agglomération, la grande ville qui est restée jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas tombée, c'est Butembo. Butembo que vous voyez ici, c'est un centre stratégique. Si aujourd'hui l'M23 arrive à récupérer Butembo, c'est fini. C'est le couloir qui s'ouvre vers Kisangani. Et surtout que Kanyabayonga est déjà sous contrôle. Kanyabayonga, vous savez combien je ne sais pas, on peut appeler rebelles, on peut appeler militaires rwandais, je ne sais qui ont récupéré Kanyabayonga. Il n'y avait que 215 militaires du M23 ou rwandais qui ont récupéré Kanyabayonga. Et c'est là où nous interpellons un peu le commandement de l'armée. Parce que nous avons vécu l'aventure ici où on a récupéré Bunagana. Ceux qui ont quitté Bunagana, nos militaires, ont été interpellés, arrêtés. D'autres même sont ici à, comment est-ce qu'on appelle ça, Ndolo. Mais on se pose la question de savoir. Regardez, suivez bien l'évolution de la guerre de l'autre côté. Vous allez vous rendre compte que les M23 récupèrent pacifiquement nos agglomérations. Il n'y a pas des offensives, il n'y a pas des affrontements. Et les militaires cèdent facilement leur camp. Et Kanyabayonga a été récupéré sans qu'il y ait gratuitement d'armes. Les amis ont récupéré Kanyabayonga tout en récupérant non seulement Kanyabayonga mais aussi et les munitions, moins encore les rations, parce qu'ils ont remis les différentes rations qu'ils ont trouvées sur le terrain à la population. Nous nous posons la question de savoir qui donne l'ordre pour que nos militaires cèdent certaines agglomérations stratégiques. Aujourd'hui, nous parlons. Butembo est resté dans l'angoisse. Les amis qui sont là nous disent, d'ailleurs c'est le dernier retranchement, si on ose céder avec Butembo, c'est fini. Parce que vous le savez, depuis qu'ils ont commencé avec Bunagana, le 13 juin 2022, ça fait aujourd'hui 2 ans jour pour jour, que nous avons une grande partie de notre pays, nous ne savons pas qui hisse les drapeaux et quel type de drapeau. Les fonctionnaires qui travaillent de ce côté-là sont payés par quelle banque et l'argent sort d'où? Parce qu'on sait que Kinshasa est déconnecté de cette partie-là. Je vous relance. Et vous savez, avant de continuer un peu,
nous avons fait un constat. À chaque fois que nous finissons des élections dans ces pays, nous prenons les 3 cycles électoraux, juste à l'aube des élections, il y a toujours un mouvement qui s'élève et qui continue à semer la terreur. En 2006, on a récupéré l'aventure de CNDP, où il y a eu Kunda Batouare. Mais ce qui est étonnant, Kunda Batouare s'est limité à Rutshuru et à Nyiragongo. Il n'est pas allé plus loin. Et après ce qu'il y a eu, vous avez vu qu'il y a eu des pourparlers, Kunda Batouare s'est retiré. Plus tard, en 2011, bien qu'il y ait eu, c'était avant, mais après 2011, l'M23 a refait sa face. Mais après cette aventure de M23, M23 n'est pas allé plus loin en 2011. Il a pris Rutshuru et s'est limité un peu à Keneba. Mais ce qui nous étonne, époustoufle, cher Daniel, dès qu'on a quitté l'élection de 2018, on a vu une vitesse croisière, surtout juste à l'arrivée de M. Félix, où le M23 tue, pille nos richesses comme sans précédent. Je vous dis, il y a une angoisse terrible, où vous verrez Rutshuru est récupéré en grande partie, vous verrez Masisi récupérer en grande partie, vous verrez Nyiragongo récupérer en grande partie, et vous verrez Lubero aussi récupérer en grande partie. Et cela, c'est en complicité, parce qu'à l'époque, on disait quoi? Que l'armée était infiltrée. À l'époque, on disait quoi? La guerre était asymétrique. Dès lors qu'on a maintenant identifié l'ennemi, La guerre. dès lors qu'on a maintenant extirpé de la troupe des éléments dangereux, nous continuons toujours à perdre de grandes agglomérations, chers amis. C'est là où nous disons qu'il y a une anguille sous roche. Je vous relance avant de continuer. Cette histoire, la récupération de certains territoires du côté du Nord Kivu, s'est passé entre les 27, les 28, les 29 et les 30. Quand vous calculez, vous prenez ces 4 jours, en 2 jours, les rebelles des M23 ont pu récupérer 2 à 3 territoires à l'est, ça veut dire dans cette partie du Nord Kivu. C'est arrivé juste après quelques jours où la première ministre Judith Tuluka est allée au niveau de Bukavu, où elle a même lancé, c'était un pigeon blanc pour parler du retour de la paix dans ce coin de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette manière, en peu de temps, avoir les rebelles de 1-23, d'ailleurs vous parlez des 253 militaires qui ont pu récupérer par exemple les Kanya Bayonga avec beaucoup de facilité, peut-on parler d'une légèreté au sein de l'armée congolaise, même si chaque jour qui passe, on nous cesse de parler de la montée en puissance de l'armée congolaise? Mais, cher ami, quand est-ce qu'on peut parler de la montée en puissance? C'est lorsque vous récupérez des territoires jadis conquis par l'ennemi. Mais dès lors que vous perdez, c'est vous qui... Vous avez bien soulevé ça. C'est juste à l'aube de la journée de l'indépendance que nous avons perdu plusieurs agglomérations. Non, mais vous avez dit, ils ont récupéré les territoires. Non. Ils étaient déjà dans certains territoires, mais ils n'avaient pas le contrôle absolu de ces territoires-là. Mais c'est pendant ces 3 jours-là qu'ils sont arrivés à récupérer la totalité de ces territoires. Ils étaient déjà là. Et ils l'ont récupéré sans tambour battant, sans crépitement d'armes. Donc, nous voulons vous dire que le Congo n'a plus besoin de colombes blanches, je ne sais pas, je ne sais de qui. Le Congo n'a plus besoin de discours. Congo a besoin d'action. Nous voulons maintenant le verbe d'action. Attaquer. Nous voulons vous voir attaquer l'ennemi. On n'a plus besoin d'entendre de tels propos. Non.
Ça, c'est comme vous avez dit, votre question est suggérante. C'est une légèreté dans la gestion du traitement. Je vous dis, mon frère, nous sommes ici à Kinshasa. Peut-être ceux qui prennent de la bière en prennent sans problème. Vous savez qu'aujourd'hui, Goma est asphyxié. Parce que déjà l'ennemi est à Sake, à 20 km de Goma. Au nord, et il est acide à Kibumba, à 17 km de Goma. Et de l'autre côté, il y a Rwanda. Donc on laisse à Goma l'opportunité de sortir par les lacs. Et tout le pays ou le centre extra-coutumier qui alimentait Goma aujourd'hui est en difficulté. Maintenant, dis-moi, cher ami, avec quoi? Parce que ces gens ici vous donnent l'impression déjà de conquérir tous les territoires. Et vous n'oubliez pas qu'ils amènent la population déjà à tourner dos à Kinshasa. Parce qu'ils risqueront de vous faire dos, vous Kinshasa, pour dire comme écoutez, d'ailleurs nous vivions mieux avec les rebelles, mais avec vous, nous sommes en difficulté. Ils risqueront de pousser ces peuples, si vous ne faites pas attention, vous Kinshasa, de pousser ces peuples vers la déclaration d'un référendum d'autodétermination. Si nous ne faisons pas attention. Est-ce que cette légèreté, il faut la mettre derrière les dos des autorités militaires? Mais vous voulez qu'on la mette civiles? Non. Mais l'autorité militaire reçoit l'ordre de l'autorité civile. Ceux qui sont là, les FARDC qui sont là, sont nommés par les autorités civiles. Maintenant, que pense l'autorité civile pour le changement, le rétablissement de la paix dans notre partie Est? Il pense qu'il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. D'ailleurs, il avait dit, non, mais attendez. Le président l'avait dit dans son discours. Vous savez, il faut se méfier des réseaux sociaux. Vous savez, cher ami, les réseaux sociaux sont venus nous aider. Si nous étions dans l'époque médiévale, je vous rassure que tous les détournements que nous entendons là, on ne peut même pas l'entendre. Aujourd'hui, ceux qui ont vu les détourneurs ici, le voleur qui a fouillé là, le voleur pataté qui vient de fouiller là, il est maintenant de l'autre côté, Nicolas Kazadi. Ceux qui l'ont vu, on fait quoi? On dénonçait. Ils ont dit, non mais écoutez, ils ont alerté le peuple pour dire, il est ici. À l'époque de Mobutu, il y a eu aussi des détournements, bien entendu. Mais nous ne l'avions pas connu de cette manière, c'est parce que nous étions un peu opaques. Aujourd'hui, nous sommes ouverts. Tu peux poser un acte aujourd'hui là, demain, c'est déjà repéré. Mais là, nous disons à monsieur Félix et les autres qui disent qu'on ne peut pas se fier aux réseaux sociaux. On doit nous présenter une situation contre à ce que les réseaux sociaux nous présentent. Si réellement les réseaux sociaux mentent, mais vous venez avec quelle contre-vérité? C'est ça le problème. Donnez-nous la situation objectivement vérifiable et initiale, originelle de ce qui se passe à l'Est. Ne venez pas nous dire, non, écoutez, ce que vous entendez, vous voyez là, ce n'est pas la réalité. Mais présentez-nous la réalité de ce qui se passe, c'est quoi? Moi, je vous ai dit aujourd'hui que Goma est asphyxié. Je vous dis, Butembo est dans un état d'angoisse. Parce que c'est en mangeant que vous développez l'essence d'appétit. Les M23 se sont rendus compte qu'en réalité, ceux qui sont en face de nous sont faibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser les pions plus loin. C'est comme ça que vous le voyez maintenant. Parce qu'ils étaient juste là à Rutshuru. Ils attaquaient le Nyiragongo. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés même à attaquer Lubero, qui n'était même pas récupéré même à l'époque de Kabila. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Alors, nous disons ceci, mon frère. C'est une légèreté. Et cette légèreté nous poussera plus loin à qualifier d'une complicité du gouvernement en place. Parce que ce sont eux qui nous ont dit qu'ils ont tout acheté.
tout alors. Je parle de tout avec ces 4 grandes dimensions grammaticales. Tout acheté. L'armement et autres. Maintenant, aujourd'hui, où sont ces armements? Qu'ils nous disent, écoutez, nous sommes prêts à faire guerre, même avec Rwanda, mais nous commençons d'abord avec ce supplétif. Comment les bouter dehors? Mon frère, je vous dis, ceux qui sont la plaire. Il y a un pasteur, un leader d'opinion, qui, en échange avec, il est à Lubero. Il nous dit, cher ami, nous sommes prêts. Ça, c'est un Congolais qui vous dit ça. Nous sommes prêts à céder. Parce que nous nous sommes rendus compte que Kinshasa nous a tourné dos. Pourquoi ils disent ça? Ils se sont rendus compte effectivement que, avec tout ce que Kinshasa peut mettre sur pied comme stratégie, ils ont failli à leur mission. C'est comme ça que vous voyez, les gens de l'autre côté commencent maintenant à céder petit à petit. Et cela ne va pas à notre avantage. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que demain, si nous ne faisons pas attention, ces gens viendront avec des propos tendant à tourner dos à Kinshasa. Et on doit faire rapidement, on doit faire un effort rapidement là pour pouvoir pallier à cette situation pour que nous ne puissions pas céder la partie stratégique de notre pays. Nous perdons des gens, mon frère, du jour au lendemain. J'ai dit aux amis, parce que M. Tchoulo, on va parler de la diplomatie. Mon frère, suivez un peu. J'ai suivi les débats entre Trump et Biden. Mais j'ai de larmes aux yeux. Vous sentez que nous vivons de manière un peu large, nous sommes dans un isolement diplomatique. La RDC a connu des tueries que aucun pays du monde n'a connues. Vous savez que même la Première Guerre mondiale, je précise, n'a pas sacrifié plus de 10 millions de morts. Mais au Congo, nous comptons plus de 10 millions de morts. Donc, un chiffre supérieur à la Première Guerre mondiale. Au Congo, nous comptons plus de 7000 déplacés de guerre. Mon frère, même à Yamas, même je ne sais où, même à Gaza, on n'a pas compté des gens comme nous le comptons aujourd'hui. Mais vous allez vous rendre compte que Trump et Biden, lorsqu'ils parlent de l'invasion, lorsqu'ils parlent de guerre, ils vous parlent de l'invasion russe, ils vous parlent de tout ce que Israël est en train de faire à Gaza et Hamas, mais ils ne vous citent même pas ce que le Rwanda fait ou inflige à la RDC. Alors, monsieur Alain, tout au début, vous avez parlé d'un comportement dont vous avez qualifié vous-même habituel, celui de voir un groupe de rebelles agir après chaque élection. Est-ce que cela peut nous laisser croire qu'on n'aura jamais dans notre pays un président de la République dont la population sera totalement d'accord? Or, une personne ne peut pas plaire à tout le monde. Là, je fais rapidement allusion à M. Martin Fayulu. S'il était élu comme étant président de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on aurait affaire à tous ces comportements? Madame, d'abord, je suis parfaitement d'accord avec vous que aucun, parce que nous ne pouvons même pas nous fier aux résultats farfelus de 2018 et 2023 que la CENI nous a imposé. Cela est vrai qu'à travers le monde, personne ne peut avoir les 100% du suffrage électoral. Personne. Il y a toujours des pourcentages qu'on accorde, mais il y a un pourcentage supérieur qu'on peut accorder à celui qui a gagné. Et c'est celui-là qui a, même si vous avez un pourcentage de 49,3 et que l'autre a, je ne sais, de 48, vous qui avez des 49 là, vous avez gagné plus que celui qui a plus de 48. Ou de 30, ou de combien. Même si l'écart est de 0,1%, c'est vous qui avez gagné.
Mais c'est là où nous évoquons le principe de la légitimité. Et comme on est en démocratie, il y a toujours la minorité qui doit s'incliner devant la majorité. Mais avec ce que nous avons subi au Congo, madame, nous ne sommes pas loin du putsch électoral et hold-up que nous avons connu au Congo. Et c'est à travers ces hold-up que vous voyez des marionnettes commencer à servir l'Occident et certains pays africains. Aujourd'hui, si Martin Fayoulou, même Félix Tshisekedi que vous voyez là, je parle que de lui. Parce que si je parle de Fayoulou, les gens diront que non, mais il est de Fayoulou, c'est comme ça qu'il va parler de... Non, non. Même si Félix Tshisekedi, s'il était réellement élu par le peuple, il allait être redevable à ces derniers. Mais, comme il ne vient pas par la volonté du peuple, comme il est celui qui a marché dessus l'article 5 de la Constitution qui consacre la légitimité au peuple, madame, elle ne fera que la volonté de celui qui l'a mis là-bas. C'est comme ça que vous voyez cette aventure de la guerre. Parce que Kagame dit qu'il a signé des accords, il aurait signé des accords avec M. Félix. Et aujourd'hui, il continue à réclamer. C'est là où il y a le problème. Le jour où le Congo aura un président démocratiquement élu par le peuple congolais, madame, je vous dis, ce président-là, comme il sera redevable au peuple, il ne marchera que sur la volonté du peuple. Tout celui qui vient sur la volonté des autres, lorsque je parle des autres, je parle des autres de l'Occident et ses acolytes. Donc, il ne fera que la volonté. C'est comme ça que nous les traiterons toujours des marionnettes. Nous les traiterons toujours des placebos. C'est comme ça que nous vous disons, madame, l'essentiel pour nous au Congo aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de notre pays celui qui est vraiment béni par le peuple congolais. Mais est-ce que le problème sécuritaire de l'Est de la RDC relève d'un président élu? Exactement, ça relève au sud d'un président élu. Par rapport à quoi? Parce que, rendez-vous compte, madame, moi, lorsque je viens au pouvoir, avec une recommandation de madame Sarah, et que là où je viens, je trouve monsieur Daniel en train de me demander ce dont je suis capable de lui rendre. Mais je ne suis pas venu au pouvoir parce que c'est Daniel qui m'a imposé là. Mais c'est parce que madame Sarah m'a imposé. Ferai-je la volonté de Daniel ou ferai-je la volonté de Sarah? La question, la réponse est simple. Je ferai la volonté de celui qui m'a envoyé. Même Jésus lui a dit, je fais la volonté de mon Père. Donc, le problème là, nous connaissons tous d'abord, c'est le problème des minéraux. Mais pour le récupérer, il faut être de mèche avec celui qui dirige le pays. Et celui qui dirige le pays doit être faible, doit être mandaté par nous. C'est de cette manière que nous aurons une même mise sur lui et sur les ressources. Le problème de l'Est, c'est le territoire. Il faut le récupérer. Maintenant, comment le récupérer si nous ne sommes pas de mèche avec celui qui gère? C'est ça le problème. C'est là où nous vous disons que la légitimité vaut son pesant d'or pour celui qui gère notre pays. Dès lors que nous aurons des marionnettes, des envoyés, des individus ou des firmes internationales, nous n'allons pas aboutir à ce que nous cherchons aujourd'hui. Le Congo ne sera pas grand, le Congo ne sera pas fort, le Congo ne sera pas prospère. Pour que le Congo regorge ces trois qualificatifs, il nous faut un président légitime et qui rendra sa légitimité légale, qui fera en sorte qu'il soit fort sur le terrain et qu'il ne soit que redevable au peuple congolais. Mais à ce niveau, vous, ceux de l'opposition, que faites-vous pour casser tout ça? D'abord, est-ce qu'il existe encore une opposition ici en RDC depuis l'après-élection de 2023? Ne vous en faites pas, madame, l'opposition y est. Vous savez, après 2006, les gens ont cru que, comme Tshisekedi, d'heureuse mémoire, paix à son âme,
n'était pas partie prenante, donc l'UDPS et autres, au processus de 2006, pardon, les gens croyaient que l'opposition n'existerait plus. Madame, qu'on ne vous trompe pas. Même nos petits-fils, qui aujourd'hui n'ont pas encore de force, se constitueront plus tard pour défendre ce pays. Nous qui sommes là, moi et vous, nous qui vivons l'injustice, nous qui vivons le népotisme, nous qui vivons le détournement à tous les niveaux, nous qui vivons le tribalisme primaire, nous n'attendrons pas qu'un leader, je ne sais, de l'opposition vienne, je ne sais d'où, pour que nous puissions nous constituer en force et défendre ce pays. L'opposition du peuple congolais, comme de M. Tshilombo, c'est la misère du peuple congolais. L'opposition est là. Peut-être en sourdine. Mais qu'est-ce que vous faites au moment opportun, continuer à croire que vous existez toujours? Madame, parce qu'on vous sent plutôt timide. Je vous ai dit une fois que le fait nous disait qu'en politique, toutes les cartes ne se jouent pas au même moment. D'ici là, avec un futur proche, vous nous verrez, nous, que vous considérez de la résistance et de l'opposition, nous mettre en place plutôt une stratégie qui fera en sorte que M. Tshilombo recule avec tout ce qu'il est en train de préparer comme un bêtise au sommet de l'État. Donc ne vous en faites pas, tel que nous sommes là, nous nous préparons en conséquence et au moment opportun, vous nous verrez vraiment en l'œuvre et en action pour que nous puissions barrer la route à ce prédateur qui veut récupérer le pouvoir, même en violation des textes et qui gère même ses pouvoirs ici, non seulement en violation des textes, mais aussi au détriment de leur famille politique et biologique qu'au détriment du peuple congolais. Donc, ayez votre mal la patience, l'opposition et la résistance que vous cherchez, parce que nous là, nous ne cessons de vous dire, on ne peut que faire l'opposition à celui qui a gagné les élections ou l'élection. Mais on ne peut que résister à celui qui a volé la victoire du peuple. Donc, nous, tels que vous nous voyez, nous continuerons à résister devant celui qui a volé la victoire du peuple, qui est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, l'existence de l'opposition est une évidence. Aujourd'hui, on parle de ces dossiers, de cette histoire des porte-parole de l'opposition, pour que l'opposition puisse être unie et puis faire comme un bloc et, pour essayer un peu de mettre la pression au régime actuel. Mais est-ce qu'au niveau de décider, cette histoire des porte-parole de l'opposition vous concerne? Si vous êtes d'accord? Bon, d'abord, cette question a fait couler beaucoup d'encre de salive. Je crois que mon parti s'est prononcé quant à ce. Mais permettez-moi un peu de revenir et faire un petit bémol, parce que les gens, ceux qui ne lisent pas, qui n'ont même pas la culture de lecture, des fois naviguent à contre-courant. Je vous lis des articles pour une compréhension et la consommation de notre public. J'ai lu la loi portant statut de l'opposition. En son article 2, on définit qui est opposant. On dit, au terme de la présente loi organique, il faut attendre par opposition politique les partis politiques ou le regroupement politique qui ne participent pas à l'exécutif, donc gouvernement donc, et ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal et local. On donne ceci. L'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire, selon qu'elle exerce au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale. Mon frère, ici d'abord, contrairement à ce que les autres disaient ou disent, oh non, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, le poste là ne vous appartient pas, tout ça là. Donc ça c'est un faux débat.
Ça vous choque? Non, ça ne nous choque pas. Mais nous voulons juste fixer l'opinion. Mais vous n'êtes pas mécontent de ce non, qui s'est passé? non, bon. Nous ne sommes pas mécontents. Pourquoi? Parce que Mme Sarah, c'était une décision collégiale. Nous l'avions prise à l'unanimité. Vous savez, ce qui nous choque, nous, par contre, c'est du fait que les Congolais ont oublié pourquoi Lamuka n'a pas présenté les candidats au niveau national et provincial. Ce n'était pas quelque chose qui nous a enchantés, mais c'était une lutte parce qu'on voulait des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'était une lutte interne, mais nous avons été trahis par nos pères, ça on doit le se dire. Parce que nous nous sommes dit, c'était une manière pour nous de faire pression à ceux qui prétendent récupérer le poste, nommer les députés à tous les niveaux, nommer même le président de la République, qu'il ne fallait pas agir comme ça. Mais on a été trahis par les combats. Mais bon, nous avons compris, on enterre. Mais, posons maintenant la question du porte-parole là. Je lis toujours l'article, parce que c'est très important. Je prends l'article 19 de la loi. L'article 19 de la loi, je nous dis ceci. Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le porte-parole de l'opposition est désigné par consensus. Donc, c'est une désignation. C'est un consensus, ce n'est pas une élection. On ne lit pas les porte-paroles, mais il est désigné par ses pairs. Ils viennent d'où? On dit ceci. Le choix du porte-parole de l'opposition est une matière consensuelle et non électorale. Ça, c'est à avertir à ceux qui disaient et à ceux qui pensaient qu'un porte-parole doit être élu au Parlement. Non. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont extra-parlementaires et ceux qui sont parlementaires peuvent se mettre ensemble. Lorsqu'ils se mettront ensemble, ils verront les critères à 3 dimensions. Il y a la dimension juridique, où il faut évoquer la loi, bien entendu. Lorsqu'il faut quitter la dimension juridique, il faut voir un peu la dimension politique, où le porte-parole doit être accepté par tous. Et aussi, voir la dimension sociologique, où vous verrez, est-ce que le monsieur choisi sera avalisé par la population? Mais, mon frère, nous sommes dans le contexte où il n'y a pas eu élection au Congo. Nous sommes dans le contexte où il y a eu simulacre d'élection parce que article 56 de la loi électorale nous dit que l'élection doit être organisée qu'en un seul jour, soit un jour férié ou un dimanche. Mais nous sommes allés à au moins 7 jours d'élection. Chers amis, c'était pour que nous votions qui pendant ces 6 jours restants-là. Faut-il prendre en compte les 6 jours des élections que nous avons fait là? Non. Vous avez vu, Madame Sarah, les gens ont voté dans leur propre maison. Nous sommes allés surprendre un monsieur avec 19 machines à voter. Il y a Botakile qui est de là, qui est de l'Union sacrée, qui nous a dit que ils sont allés voter 50 000 voix qui revenaient à Félix et 30 000 voix qui leur revenaient en tant que député. Madame, c'était telle élection qu'on allait accepter. Or, on pouvait dire, non mais écoutez, celui qui a gagné et celui qui a perdu vient le féliciter et continue l'opposition. Donc, à ce stade-ci, on n'a pas d'opposition parce que personne n'a gagné, moi encore personne n'a perdu. Mais nous sommes en face de celui qui a arraché, qui a confisqué une fois de plus la souveraineté du peuple congolais, qui a violé l'article 5 de la Constitution, c'est M. Félix.
C'est là où nous avons dit que non, nous ne pouvons pas aller accompagner celui qui a confisqué la victoire ou le pouvoir, la souveraineté du peuple. Il faut continuer à résister devant ces messieurs jusqu'à ce que nous aurons des élections crédibles et transparentes. D'ailleurs, le 6 janvier 2024, il y a eu une déclaration commune ensemble pour la République représentée par Moïse Katumbi, la Mouka représentée par Martin Fayulu-Madidi, notre vieux, le docteur qui... C'est ça. Mukwege. Mukwege et... C'est ça. Non, pas c'est ça n'était pas. C'est ça n'était derrière Katumbi. Il y a eu Floribert Anzoulouni. Les quatre ont signé une déclaration commune, un communiqué conjoint pour dire, écoutez, nous ne reconnaissons pas les résultats promulgués tels que promulgués par la CNI. Parce que nous avons assisté à un simulacre d'élection. On va plus loin, le 17 janvier. Ensemble pour la République rejette en bloc les résultats des élections telles que promulguées, publiées par la CNI. Mais comment voulez-vous que les amis avec lesquels nous avons rejeté en bloc les résultats viennent nous parler du porte-parole de l'opposition? Car on est opposant lorsqu'on reconnaît qu'on a perdu. Jean-Pierre Bemba a reconnu en 2006 et il a accepté de faire l'opposition républicaine. Mais à ce stade ici, qui a perdu et qui a gagné? Personne. Maintenant, pourquoi vous voulez que nous nous opposons devant celui qui n'a pas gagné les élections? C'est là où nous leur avons dit que nous n'accepterons pas ça. Mais s'ils ne veulent pas, ils nous ont dit que non, nous irons. Nous leur avons dit, Madame Sarah, que tout qui passe au lamba, Yesu. C'est comme ça que nous leur avons dit. Mais nous ne sommes pas partis prenantes. C'était ça le problème. Parce que nous ne pouvons pas être incohérents. Parce que la cohérence n'est qu'une valeur, une vertu en politique. Nous ne pouvons pas être incohérents dans nos propos. Nous tous qui avons rejeté, comment les autres veulent encore reconnaître? Donc, accepter le poste de porte-parole là, c'est légitimer le pouvoir frauduleux de M. Chilombo. Accepter d'être nommé, parce que l'acte, lorsqu'il viendra, il y aura encore le Parlement qui prendra un acte sur base des PV qui va constater. Comment un Parlement qui n'a pas été élu par le peuple doit constater que l'opposition a maintenant un porte-parole? C'est là où nous avons dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Raison pour laquelle vous avez vu ma formation politique est décidée et mon président Martin Fayulu-Madidi dire non à cette aventure d'accompagner un fraudeur au sommet de l'État. Et si Katumbi a par exemple l'accepté avec son ensemble pour la République, vous allez considérer cet acte comme une trahison envers l'opposition? C'est une trahison pour le peuple congolais. Ce n'est pas nous. C'est le peuple qui va concéder cette trahison-là. Mais lui quand même, là, ses députés au niveau de l'hémicycle. Je vous ai dit, être porte-parole ne signifie pas qu'il faut avoir les députés. Ne signifie pas ça. Donc, un porte-parole peut être aussi extra-parlementaire. Il faut d'abord qu'il soit désigné par les pairs. C'est maintenant, après désignation, que vous allez soumettre cette désignation-là, votre choix, auprès de ceux qui sont dans l'hémicycle. C'est ceux qui sont dans cet hémicycle-là qui vont présenter officiellement celui que le père ont désigné par consensus. Donc, ça c'est un faux débat, mais pour nous, nous ne sommes pas concernés dans cette affaire. Si ensemble c'est un parti politique, qui évolue de manière autonome. Ils ne sont pas liés à nos décisions, et vice-versa. S'ils pensent ensemble qu'il peut récupérer ses postes, ça c'est à eux, mais ça sera une trahison parce que nous n'avons pas connu des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que vous le dites, même si vous affirmez les porte-paroles de l'opposition ne fait pas allusion, ou bien ne signifie pas, il faut avoir les députés, vous le dites
parce que vous êtes dans une position de faiblesse. Les CD n'ont pas de députés au niveau de l'hémicycle. Si les CD avaient des députés, allez-vous réagir de la même manière aujourd'hui? Ce n'est pas moi, mais je vous ai évoqué l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition. Ce n'est pas moi. C'est l'article 19 qui le dit. Qu'un porte-parole doit être désigné par ses pairs, et extra et parlementaire. Donc le 2 là peuvent se mettre tel que là, dans le contexte actuel, si nous étions logiques et il fallait réellement avoir un porte-parole, on allait avoir Sesanga, qui n'a pas de député, qui se réclame de l'opposition. On allait avoir Katumbi. On allait avoir tout ce monde que vous connaissez là, qui allait se mettre aussi ensemble. Et ceux qui ont des députés et ceux qui n'ont pas de députés. Parce que tous, comme ils ne participent pas à l'action gouvernementale et ils continuent à critiquer ces gouvernements, sont des opposants. Ils devaient se mettre ensemble et choisir un porte-parole de l'opposition. Donc, ce n'est pas une affaire d'élection de ceux qui ont des députés au Parlement et de ceux qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas. Non, ça c'est un faux débat. Donc, il ne faut pas nécessairement penser que ceux qui doivent nous présenter ou celui qui doit nous présenter les porte-paroles doit avoir les députés au Parlement. Non. Les députés ne seront que là pour accompagner celui, présenter plutôt celui qui était désigné par consensus, hein, au niveau des pairs, au niveau, ou à l'hémicycle ou au bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est ça la procédure. Donc en tout cas, enlever l'équivoque où pour avoir le poste de porte-parole, il faut impérativement avoir les députés au sein du Parlement. Mais nous disons ceci, chers amis, cette affaire ne nous concerne pas. On en a tellement expliqué, ça ne nous concerne nulle part parce que nous sommes obligés de rester cohérents. Nous ne pouvons pas continuer à trahir ces peuples. On n'a pas eu des élections dans ces pays. Plutôt en 2023, ce que nous avons eu là, c'était un simulacre où M. Tshilombo est venu s'imposer en violation de l'article 5 de la Constitution. Nous ne pouvons pas l'accompagner et nous ne pouvons pas nous faire des ouvriers de M. Félix parce qu'il y a quelque chose que nous oublions. M. Félix a un plan machiavélique pour ce pays. Il sait qu'il a échoué lamentablement. Il sait aussi qu'il tend vers la fin de son deuxième quinquennat. Il n'est pas à la fin de son deuxième mandat. Parce qu'on doit nuancer entre quinquennat et mandat. Il n'a pas reçu mandat du peuple pendant 5 ans. Mais comme il est là en violation des textes, il est dans son énième ou deuxième quinquennat. Alors, il cherche parce que, n'oubliez pas, M. Kabound nous a dit, avant qu'il se détache de l'IDPS, il a dit que l'IDPS sera là, jusqu'à l'avènement du Christ. Donc, à d'autres termes, parce que ça, c'est quand même, il est dans la stylistique ou dans la figure de style. En d'autres termes, il veut nous dire que l'IDPS ne cédera pas tôt le fauteuil présidentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les stratagèmes pour rester au pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. Alors, quelle est l'astuce? Il faut chercher comment changer la Constitution. Changer la Constitution, je souligne bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des marionnettes qu'on doit utiliser pour que nous arrivions à obtenir gain de cause. Alors, je ne sais pas si il pense que c'est en cherchant une marionnette qu'on placera à la tête de l'opposition, qui sera comme porte-parole, qui sera payé par les trésors publics. Parce que n'oubliez pas, celui qui viendra là aura rang d'un ministre d'État. Il doit jouir de tous les avantages que jouisse le ministre d'État. Donc, il aura aussi son cabinet, où il va aussi engager ses acolytes pour pouvoir l'accompagner. Donc, je veux vous dire une chose, chers amis, que comme c'est dans ces plans-là que le monsieur se cramponne pour pouvoir changer la Constitution, il doit chercher à tout prix
à voir ceux qui doivent l'aider, même à l'opposition. Toi, tu as vu comment il est allé récupérer un opposant, semble-t-il, pour le placer à la tête d'un ministère régalien, qui est le ministère de la Justice. Donc, ça frustre déjà quelque chose. C'est pour ça que nous vous disons, mon cher ami, que nous sommes regardants, et pour nous, cette affaire ne passera pas. Si s'entête qu'il récupère une marionnette pour placer à la tête de l'opposition, nous n'allons pas le reconnaître et nous allons continuer à faire notre opposition sans que tout cela se voie. Chers amis, souvenez-vous, en 2015, avec l'aventure que Kabila a voulu nous imposer, de faire l'élection juste après l'aventure de l'ONIP, du recensement, le peuple s'est levé. Ce n'était même pas avec l'IDPS. À l'époque, le VTN n'était même pas au Congo. Il était en Belgique. Mais il y a eu des opposants. La dynamique de l'opposition à l'époque s'est levée pour barrer la route. Et nous vous disons ceci, chers amis. Tout celui qui va accompagner M. Félix de sa forfaiture, le peuple congolais lui barrera toujours la route. C'est comme ça que nous vous disons, nous n'avons pas besoin d'un porte-parole de l'opposition pour que nous puissions mener au beau port les actions de l'opposition ou de la résistance pour que M. Tshilombo recule avec ses calculs machiavéliques. Alors, en qualité de quoi Martin Fayulu s'était-il adressé le 30 juin à la population congolaise? Oh! En qualité de qui plutôt? Le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé comme président élu en 2018. Comme le président élu en 2018 est arrivé en 2023 pour les élections, il n'y a pas des élections, il continue à gagner toujours son fauteuil. Il a donné sa parole au peuple parce que, souvenez-vous, presque beaucoup de communs des mortels, Madame Sarah, ne cherchaient à réclamer l'adresse du commandant du peuple. Azolobate Ponanini. Quelle est sa position? Parce que le peuple attendait quelque chose de lui. Aujourd'hui, le peuple s'est identifié à un leader, qui est le commandant du peuple. Plus qu'il ne parlait pas. Souvenez-vous, moi j'ai lu la Bible, madame. Moi je suis chrétien. Lorsque Moïse est monté prendre le 10 commandements, il a fait longtemps. Le peuple était assoiffé. Attention. Le peuple disait, mais écoutez, Moïse est venu nous déposer ici. Mais où est-il parti? Qu'est-ce que son Dieu dit pour nous? À force d'attendre, ils ont poussé Aaron, je crois, à faire un veau d'or pour que, maintenant, pour que ces derniers considèrent peut-être ces veaux d'or-là comme un Dieu et commencer à l'adorer. C'était la crainte du commandant du peuple. À force de ne pas parler, il y aura un pseudo-leader qui risquera de s'improviser et venir donner des dormitifs à ce peuple et ça ne sera pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir le moment pour parler. Et il avait choisi le moment, c'était le 30 juin, où il a repeint les tableaux de la situation globale du pays. Donc, c'était un leader, cher Daniel, un leader face à son peuple. Il fallait le rassurer que le combat doit continuer. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il ne décevra jamais ce peuple. Il va continuer la lutte aux côtés de ce peuple-là jusqu'à ce que le Congo sortira du gouffre dans lequel bon nombre l'ont plongé, entre autres. Mais c'est Tshilombo. Donc c'était pour cette raison qu'il s'est adressé. C'était pour apaiser ce peuple et pour outiller ce peuple. Pour montrer à ce peuple la vraie face de la RDC actuellement. Sur le plan sanitaire et sécuritaire, sur le plan social, sur le plan militaire et autres, sur le plan politique. Donc il fallait donner à ce peuple la vraie face de la RDC. Et c'était à travers son discours que les Congolais se sont retrouvés. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a reconnu effectivement qu'il y a un leader qui a parlé. Comme ça que vous avez vu qu'il a respecté tout, contrairement à ce que M. Tshilombo a fait. Il a démontré que nous sommes endeuillés.
Il a même porté une veste noire pour démontrer qu'effectivement qu'il était en train de pleurer ses concitoyens à travers la République. Il faut voir l'histoire de Mobondo, voir ce qui s'est passé ici au Congo, à Kinshasa, avec l'insécurité, Koulouna et autres, forces du progrès. Voyez un peu en général ce qui se passe à l'Est. Donc, il a voulu démontrer qu'effectivement, nous sommes endeuillés. Aujourd'hui, vous avez suivi ce qui s'est passé encore ici à Kisangani, où un militaire meurt parce qu'il a manqué même à quoi prendre comme médicament, et ça lui a coûté la mort. Parce qu'il est allé réclamer son salaire, son solde. Et aujourd'hui, c'était ça, en fait, la raison qui a poussé le Congolais des peuples à pouvoir donner la vraie figure, la vraie configuration, la vraie interprétation de ce qu'on peut imaginer comme image de notre République. Donc, il avait vraiment l'intérêt à pouvoir s'adresser au peuple pour pouvoir lui dire, écoutez, c'est dans un futur proche qu'on doit chercher à mettre fin à toutes ces velléités que nous sommes victimes, nous, peuple congolais. Mais pourquoi avoir choisi seulement la date du 30 juin? Est-ce que c'est une façon de nous montrer qu'après 64 ans, rien de positif ne s'est fait? Ah, mais Madame Sarah, c'est comme ça que je vous apprécie. Une question intelligente qui sort d'une femme intelligente. Madame, vraiment, vous aviez vous-même répondu à la question. Sarah Toulouk. Vous avez répondu vous-même à la question. 60 ans après, madame, qu'est-ce que nous pouvons retenir 60 ans après? Madame, nous étions un jour dans une conférence à Fatima, c'était avec le fait Philippe Dioya, le professeur, paix à son âme. Pendant la conférence, il y a un papa de troisième âge qui s'est levé. Il a pris la parole. Vous savez ce que le papa nous a dit? Ça nous a interpellés tous. Il dit, vous là, c'est vous qui parlez de l'indépendance. Vous enseignez ça aux enfants. Mais vous n'avez pas vécu les atrocités. Vous n'avez pas vécu l'injustice. C'est dans ces pays, s'il faut parler de l'apartheid, c'est ici qu'on allait en parler. Les Kalina que vous voyez, ici nous sommes à Kalina, il parlait de Gombe. Ce n'était pas donné à tout le monde d'y accéder. Régie des eaux que vous voyez, régie des eaux. La régie des eaux a été construite pour donner l'eau qu'aux colons et nous laisser avec nos eaux de source. Tout était conçu pour les colons. Mais nous avons tout fait à l'époque. Nous étions des PP4, des D4, des PP5, peu de D6, peu de licenciés. Mais avec notre faiblesse à l'époque, nous avons tout fait pour arracher ces pays de la main de l'Occident, des Belges, pour le vous remettre. Mais vous qui êtes venus, vous avez étudié des licenciés, des docteurs, des bidocs et autres. Qu'est-ce que vous aviez donné comme résultat pour ces pays? C'est ça, madame. Aujourd'hui, regardez la RDC. On vous dit que nous étions, la vie sociale, même le PIB, était supérieur au Canada. Le Singapour, vous voyez là, on ne peut même pas parler de Singapour à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un 7e ciel. 7e ciel. Il y a même un pasteur qui m'a dit, mon frère, je suis allé en Singapour. Lorsqu'ils ils ont reconnu que je suis Congolais de Kinshasa, j'ai eu peur parce que nous sommes allés, on partait en Australie, nous avons fait escale à Singapour. Là, non, ils parlent de la Malaisie. Malaisie. Ils sont arrivés à Malaisie, là où ils ont fait escale, là, à 9h, ils allaient quitter à 17h. Il est allé se reposer dans une salle d'attente. On est venu le réveiller pour aller chercher à se balader. Il a dit non, je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu es de quelle nationalité? Je suis congolais. Ils ont dit non, non, arrive. Ils l'ont amené quelque part, on dit mais écoutez monsieur,
fais tout ce que tu veux, nous allons payer parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au Congo. Nous sommes venus chez vous à Yangambi. Tu connais Yangambi? Oui. C'est là où nous sommes allés récupérer votre richesse. Les noix de coco. Les noix d'huile de palme. On appelle ça comment? Huile de cola. Hein? Noix de cola. Noix de cola, merci. Mon frère, le noix de cola que nous avons récupéré chez vous, c'est ce qui a fait que nous puissions créer la richesse. Ça produit des palmes qui ont fait en sorte que nous ayons la richesse qui a construit ces pays. Mon frère, regarde le Congo aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons comme richesse, sol et sous-sol, nous manquons des routes, nous manquons même des infrastructures. On nous vante centres financiers. On vient vous emprunter l'argent pour vous construire des immeubles qu'on doit exploiter pendant 25 ans. Apparemment, M. Alain n'est pas d'accord avec toutes les constructions qui se non, font ici en nous RDC. sommes... Madame. Et ce que vous allez dire nous allons considérer cela comme la conclusion de cette émission. Madame, il y avait un point, on n'en a pas parlé, de Madame Soumine avec son gouvernement, son fameux gouvernement. Madame, en réalité, nous sommes dans une situation alarmante, chaotique. Aujourd'hui, les Congolais vivent en dessous de 1 $. La misère est accrue. Madame, aujourd'hui, nous ne pouvons plus, tel que vous ne voyez là, parler réellement du Congo. Le Congo est à l'état d'éclampsie. En réalité, ça nous demande une réanimation rapide. Et la vraie réanimation rapide de cet état d'éclampsie qui est du Congo demande que le politicien se mette autour d'une table. Nous voulons réellement parler Congo. Faire les vrais diagnostics. On peut appeler ça dialogue. On peut appeler, mais nous disons, nous décider que tout entretien, tout dialogue, comme vous pouvez dire, ne va pas découler ou se solder au partage de postes. Mais parlons réellement. Le Congo est malade. Le Congo est malade, je vous dis, madame, à tous les niveaux. Regardez comment, aujourd'hui, un pays que nous sommes. Vous savez, Obasanjo, je vais conclure peut-être par là. Obasanjo est arrivé au pouvoir. Il s'est rendu compte que les Nigérians étaient pauvres. Mais, il a dit, on doit créer la richesse avec les Nigérians. Le gouvernement a commencé à financer même les Nigérians pour qu'aujourd'hui, nous ayons ce que nous avons aujourd'hui avec les Nigérians. Mais regardez aujourd'hui, comment nous pouvons rester dans un pays où il n'y a pas une banque congolaise, banque commerciale congolaise, n'existe pas. Toutes les banques que nous avons là, ce sont des banques des étrangers. Vous avez vu ce qui s'est passé les jours passés avec Biak. Nous avons perdu des familles, des pères de famille, des mères de famille qui nous ont quittés à cause des AVC et autres. L'argent est parti. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas du sérieux dans tous les secteurs, madame. Le Congo n'existe plus. Regardez ce que les fonctionnaires et autres touchent. Ce sont des saupoudres salariales, les salaires modiques, les salaires d'appoint, qui ne permettent même pas à ces derniers de nouer les deux bouts du mois. Nous n'existons plus. Le Congo est par terre, madame. Les modes de construction là que vous voyez, ce sont les bailleurs de fonds qui viennent. Mais avec quel contrat? Aujourd'hui, nous avons redéfini le contrat chinois. Mais demain, nous allons encore redéfinir d'autres contrats. Regardez ce qui se fait là avec le système de pourcentage. Le minerai, c'est entre les mains des gens. Ça ne profite vraiment pas au peuple congolais. Le vrai. Mais madame, aujourd'hui, 30 juin, 64 ans, jour pour jour, nous pouvons dire que le Congo est vraiment à l'état d'éclampsie. Le Congo est par terre. On risque de l'enterrer si nous ne faisons pas beaucoup d'efforts. Alors, Michel Alain, ma dernière question avant de conclure l'émission. Aujourd'hui, c'est 3 semaines et demie depuis que le gouvernement, j'ai dit, a été investi au niveau
de la Chambre basse du Parlement, au vu des actes posés par chaque ministre de ce gouvernement, des actes posés par elle-même à la première ministre Judith, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à accorder ces bénéfices de doute à ces gouvernements? Pensez certainement à avoir un lueur d'espoir, ces gouvernements puissent arriver à sortir la tête de l'eau, à travailler d'une manière différente par rapport au gouvernement précédent nommé par le président Tshisekedi. Je vais utiliser une méthode statistique assez simple. Nous sommes dans la notion d'échantillonnage. L'échantillonnage, là, je prends l'échantillon représentatif. Je laisse vos stratifications, je laisse vos notions d'échantillonnage un peu échantillon occasionnel et autres. Je prends l'échantillon. Nous prenons seulement le secteur de justice. Le monsieur est venu le jour de la remise et reprise avec un chien pitbull. Mon frère, nous on a cru que c'était pour venir traquer, arrêter les voleurs, les détourneurs. Mais vous vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé? On est allé immoler les chiens à la 10e rue. Les chiens aujourd'hui, là je vous dis, les gens de la 10e rue l'ont mangé. Il est allé avec les chiens jusqu'à l'aéroport pour interdire à Kassa de voyager. Mais qu'est-ce que les gens lui ont dit? Non, donne-nous les chiens. Lorsqu'il a remis les chiens, il s'est retrouvé, nous les chiens, on l'a déjà immolé ici. Les messieurs a pris le vol. Là, le problème, ce n'est pas lui, ce sont les gens qui sont au sommet de l'ISAP. Mais, cher ami, il est le patron sectoriel de son périmètre managérial, de son secteur. Maintenant, qui a intimé l'ordre? Parce que lui a interdit à messieurs de ne pas voyager. C'est pour vous dire que en réalité, il n'y avait rien. C'est du cosmétique. Le monsieur tel que vous le voyez, ou la dame avec son gouvernement, ils sont venus avec le système de maintenant c'est mon tour. Donc c'est leur tour de continuer à piller et à saigner en blanc les caisses de l'État, parce que là, nous sommes en train d'assister à ce que nous appelons en sciences financières la vampirisation financière, parce que là déjà les caisses sont en train d'être saignées en blanc et ça continuera à saigner en blanc. Nous n'allons rien attendre. Déjà là, il faut jauger. Je vous dis, même 0,5, nous ne pouvons pas accorder à ces gouvernements. Tous les ministères, il n'y a rien de bon. Vous rendez compte que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun signal qui démontre à suffisance que nous allons nous attendre à quelque chose de bon dans ces régimes, parce que déjà là, vous voyez, juste après le départ de Mme Souminoua à l'Est, il y a eu toujours des agglomérations qu'on a commencé et continué à récupérer. Dans tous les secteurs de justice, vous voyez comment les aventures continuent à se créer, les détourneurs ne sont pas inquiétés, tout le monde fait tout ce qu'il veut, et dans tous les secteurs, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de bon. Aujourd'hui là, M. Liaou a de sérieux problèmes pour appliquer les décrets que Sam a laissés, pour pouvoir réglementer l'heure d'arrivée au service et l'heure de départ. Donc, c'est pour vous dire que la situation sociale des fonctionnaires et autres activités sont toujours au rouge. Donc, en réalité, le pays ne tourne toujours pas avec ces régimes. On a vu les taux de dollars continuent à prendre toujours son ascension. Vous avez vu, madame est venue, et elle a trouvé, le taux était je crois, à 28. Aujourd'hui, déjà, nous sommes à 30 et quelques. Donc, nous continuons à avancer toujours avec l'inflation, avec tout ce que nous avons vu avant qu'elle arrive là. Donc, c'est pour vous dire, madame, chère et Daniel, que nous ne pouvons vraiment pas, jusqu'à peu du contraire, espérer de ces gouvernements, parce que là, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont venus récupérer leur part et partir, laisser les Congolais toujours paupérisés, pour que ces derniers continuent à quémander, ces derniers continuent à tendre toujours la main, ces derniers continuent toujours à pleurnicher devant tous ces gens. Donc,
Nous allons continuer à chilinguer, nous allons continuer à demander, nous allons continuer à pleurer. Et personne n'est là, personne ne s'attendait à notre nous. C'est comme ça que j'ai dit au peuple congolais pour citer. Peuple congolais, le peuple se libère de lui-même. N'attendez pas ces politiciens surtout mal intentionnés, ceux qui viennent récupérer le pouvoir pour pouvoir ne se laisser que s'enrichir à votre défaveur. Mettez-vous debout et prenez votre destin en main. Cherchez même plus loin à mettre de côté tout celui qui vient voler, même votre victoire. Parce que lorsqu'on vole de votre victoire, c'est-à-dire qu'on va continuer à voler vos richesses. Alors comment vous pouvez laisser jusqu'à ce niveau cette naïveté prendre un peu de la place? Lèvons-nous et mettons de côté tout celui qui ne veut pas le bonheur du peuple congolais et du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Alain Tshikatedi. Tellement à dire, mais malheureusement, le temps fait défaut et nous sommes arrivés au terme de cette émission Interface. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Daniel Roland. Merci, Sarah. Merci à Monsieur Alain. Merci, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Merci à ceux qui nous ont suivis et particulièrement Monsieur Willing Tsai Mourabar et Madame Sylvie Manunga Tsai depuis la France. On se retrouve donc, demain pour un autre numéro et bonsoir chez vous.